démocrates africains, peuple du monde entier, nous aimerons vous dire ici un grand bonjour et nous sommes le 17 septembre 2017 et nous sommes à Toronto, au Canada. Quand vous écoutez en fond sonore, il y a la chanson de libération de Laurent Gbagbo qui s'est passée à Paris. Et on appelle à la libération de Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, nous appelons nous aussi au Congo-Brazzaville à la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous appelons à la libération de Paulin Makaya. Libérez Makaya. De la même façon, vous allez libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous vous demandons de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, de libérer Paulin Makaya, de libérer Libongo Ngoka, de libérer Okombi Salissa, de libérer le colonel Mpika, de libérer tous les prisonniers politiques. Chers amis, comme je vous ai fait passer tout à l'heure en fond sonore, on appelle libérer Gbagbo, libérer Gbagbo. Vous voyez? Libérer Blé Goudé. Et nous, au Congo-Brazzaville, nous appelons à la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Nous appelons à la libération de Paulin Makaya, de Okombi Salissa. Nous appelons à la libération de Libongo Ngoka, de colonel Mpika. Et nous appelons à la libération de tous les prisonniers d'opinion. Et c'est cela que nous dédions la vidéo d'aujourd'hui à cette libération. Sans pourtant tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, de ce 17 septembre 2017. L'Assemblée générale des Nations Unies qui débute, enfin, la séance de débat qui va donc débuter le 19 septembre, et d'ailleurs que nous avions tous appelé à une grande manifestation à New York. Certainement, vous allez vous poser la question pourquoi je porte la cravate américaine, pourquoi je porte la cravate avec le drapeau américain aujourd'hui. Ben, nous voudrons être en harmonie avec les Américains du fait que déjà les États-Unis vont recevoir toutes les nations du monde à partir du 19 septembre, c'est-à-dire tous les leaders du monde ira aux Nations Unies, qui est l'unique tribune où les problèmes du monde réellement peuvent trouver la solution. Et nous croyons à la puissance américaine, dans le sens où les États-Unis ont réussi de ramener quasiment le monde entier au niveau de New York à partir de ce 19 septembre pour discuter des grands problèmes qui ancrent ou qui empoisonnent le monde entier. Et voilà pourquoi nous voulons être en solidarité avec les Américains par le biais de cette Assemblée des Nations Unies. Vous voyez? Mais nous portons aussi le drapeau américain aujourd'hui comme cravate. C'est parce que nous voulons aussi que les Américains puissent jouer leur poids, de tout leur poids, sur la crise politique, la crise économique, la crise humanitaire qui est en train de miner le Congo-Brazzaville. On le sait, on ne va plus le répéter. Il y a un homme qui a confisqué le pouvoir par le biais des armes. Et il va falloir que nous trouvions des solutions. Nous avions essayé de trouver des solutions avec la France, qui est un partenaire numéro 1 du Congo. Malheureusement, la solution ne peut être trouvée avec les Français. Pourquoi? Parce que l'ancien président français a maintenu cet homme au pouvoir par le biais du sang de la dictature, par le biais de son appui par rapport au changement de la Constitution. Vous voyez? Donc, là, nous interpellons les États-Unis. Par la couleur rouge et blanc aussi, nous interpellons le Canada, de jouer de tout leur poids pendant cette Assemblée des Nations Unies, dont le débat va débuter le 19 septembre à New York. Nous portons les Américains au cœur parce que nous voulons, aujourd'hui comme cravate, parce que nous voulons que l'Amérique joue de son poids, de grande puissance. Que par la couleur rouge-blanc, nous interpellons aussi que le Canada puisse jouer son rôle et son grand poids. Vous voyez, pour cette assemblée. C'est-à-dire, nous voulons simplement
que Sassou Nguesso libère le Congo, qu'il quitte du fait qu'il a pillé, il a volé, et donc il n'est plus quelqu'un qui peut conduire le Congo vers une autre direction. Plein de scandales peuvent le témoigner. Voilà pourquoi nous portons la cravate qui représente les couleurs du drapeau américain ici, mais aussi nous pouvons dire que le rouge et le blanc aussi représentent la couleur du drapeau Canada, du drapeau du Canada. Donc voilà pourquoi nous avions décidé de porter ces couleurs-là aujourd'hui. Voilà. Maintenant, j'ai reçu plein de coups de fil, de revenants de partout, des gens qui nous aiment bien, qui veulent avoir, des gens qui nous protègent, s'il faut le dire. On me dit, Monsieur Pongui, ne partez pas à New York mardi. Bon, ils ont évoqué plusieurs raisons, notamment, éventuellement, le système criminel et dictatorial a mis de l'eau au jeu, a mis des gens en place pour pouvoir essayer de faire du mal à Bernard Pongui. Bon, mais nous avons écouté donc le conseil de tous ces gens-là. Donc, nous venons ici à dire à tous les compatriotes du Congo-Brazzaville que mardi, moi, je ne partirai pas à New York. Voilà, je vais donc écouter le conseil. Je reste à Toronto, au Canada. Donc, je ne vais pas effectuer le voyage de mardi à New York. Malheureusement, j'avais déjà un billet d'avion acheté, mais donc, je vais essayer de voir dans quelle mesure je vais me faire rembourser. Voilà. Donc, malheureusement, les criminels du système Sassou ont échoué sur ce plan, puisqu'ils avaient déjà fait un plan. Voilà, on va trouver ce type-là, on va lui faire le mal, mais il y a des anges qui nous protègent tous les jours. Voilà. Rapidement, chers compatriotes, je vais vous faire... nous allons passer à la deuxième étape de notre conversation. Permettez-moi donc de tourner la caméra pour vous montrer une note. Voilà. Chers compatriotes, comme vous venez de le voir, ici, sur cet écran, c'est une note circulaire signée par le ministre de Sassou, je crois des Finances, Galix Nganongo. Voilà. Il dit ceci. En vue de maintenir l'activité des entreprises locales et préserver des emplois, les produits ci-dessous, désignés dont le taux de droit de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, TVA, avait été réduit par note circulaire numéro 00555-MEFB-CAB du 13 juin 2008, sont désormais ramenés au taux normal du tarif. Il s'agit des produits ci-après, le ciment, vous voyez, le fer à béton, les tôles ondulées, le savon de ménage, les pâtes alimentaires. La présente note de service abroge toute disposition antérieure et prend effet à partir du 1er octobre 2017, fait à Brazzaville le 7 septembre 2017, le ministrant Galix Nganongo. Chers compatriotes, nous parlons ici avec preuve, comme vous le voyez. Nous n'inventons rien. Vous avez vu la signature. Donc, le système criminel et dictatorial qui a beaucoup pillé le Congo, ils ont eu des revenus, ils ont volé d'énormes quantités d'argent. Ils se sont permis de construire des grandes maisons partout dans tout le Congo. Ils ont utilisé du ciment, donc le ciment, ils avaient quasiment ramené les taux, les frais de douane pour ces matériaux, notamment le ciment, fer à béton, les taux ont duré quasiment à 0% du TVA. Donc ils se sont servis. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, ils ont volé, ils ont fait rentrer des containers et des containers, des tonnes et des tonnes de ciment au niveau du Congo, des tonnes et des tonnes de matière, des tôles ondulées, des fers à béton. Ils ont construit leur maison
avec l'argent du contribuable congolais. Nombreux parmi eux, c'était même devenu des grands commerçants du ciment, des grands commerçants des tôles ondulées, des grands commerçants de fer à béton. Parce que le marché il était tellement grand, tout un chacun d'eux construisait des grandes maisons, sont sortis dans les endroits où les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Parce que tout était quasiment gratuit. L'argent volé, donc l'argent acquis gratuitement, les tôles quasiment acquises gratuitement, le fer à béton quasiment gratuitement, puisque c'était des entreprises, l'entreprise familiale. Tout ça géré par l'entité Nguesso, avec tous les dignitaires autour de ce système. Un commerce intérieur. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates du monde entier, le peuple qui nous suit de partout. Donc, après avoir se servi des fonds, après avoir se servi, profité de l'exonération des taxes sur la valeur ajoutée, ils ont fait rentrer d'énormes quantités de ciment, de fer à béton, des tôles ondulées et plusieurs produits. Aujourd'hui, ils ont fini les constructions. Ils ont fini de faire ce qu'ils pouvaient faire et ils se sont donc demandé de rehausser tous ces produits-là sur les taxes douanières. Mais, chers amis, nous voulons vous expliquer ici c'est quoi l'objectif de cette augmentation. Ce n'est pas le Fonds monétaire international. Parce que les négociations avec le Fonds monétaire international, on nous apprend que Denis Sassou Nguesso a demandé au Fonds monétaire international de réfléchir un peu sur tous les contrats, parce que le Fonds monétaire international les a demandé de leur présenter les contrats avec des entreprises comme des Genvor, comme des Trafigura, comme des Glencore, ainsi de suite, vous voyez. Mais Sassou s'est récupéré, donc il demande plus de temps au Fonds monétaire international, vous voyez. Mais ces mesures-là, c'est pris au niveau du système Sassou. Donc on demande, après, ils se sont servis, qu'ils ont volé des fonds, qu'ils ont construit, maintenant que leurs constructions sont terminées, ils ont déjà tout ce qu'il faut, et donc vont donc ramener ces produits à la hausse. Mais quand on ramène ces produits à la hausse, ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire que c'est le Congolais moyen qui n'aura pas la possibilité d'acquérir un sac de ciment. Ça veut seulement dire que c'est le Congolais moyen qui n'aura plus la possibilité de pouvoir s'acheter des fers à béton, de pouvoir s'acheter des tôles ondulées. Vous voyez, chers compatriotes. Ça veut seulement dire que leur entreprise qu'ils avaient créée quand ils avaient abaissé ce taux sur les taxes douanières de ces produits, ont déjà fait d'énormes stocks au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Brazzaville, au niveau de tout le Congo. Et donc, en augmentant, en ramenant les taux douanières, les taxes douanières au taux normal, ça veut seulement dire que leurs entreprises-là feront de plus en plus de profits et de bénéfices. Et aussi, plus que le Congolais moyen a perdu son emploi, le Congolais moyen n'a plus de moyens, le Congolais moyen n'aura plus la possibilité de construire une maison. Donc, en fait, c'est une façon de reverrouiller le système au niveau du Congo, de pousser les gens à la pauvreté de plus en plus. Parce que si tu n'as pas les moyens, premièrement, de s'acheter un sac de ciment, au temps où le sac était moins cher, maintenant que les taxes douanières sont revenues, ça veut seulement dire, on va par exemple donner un exemple, si un sac de ciment, ça c'est un exemple, on peut dire si un sac de ciment coûtait 5 000 francs CFA, quand ils avaient exonéré les taxes douanières, maintenant que les taxes douanières sont revenues à la normale, un sac de ciment pourra donc coûter 8 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, peut-être même encore le double ou 3 ou 4 fois le prix, on peut même dire 15 000, puisque ces commerçants-là vont chercher à faire du profit. Et ceci est aussi vrai pour le fer à béton et les tôles ondulées. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, maintenant qu'eux, ils se sont servis, tout un chacun d'eux a bâti sa maison, a suffisamment ce qu'ils voulaient, ils ont fait des réserves, et là, ils se décident donc de rehausser les prix de ces marchandises. Donc, nous allons encore tourner la caméra pour faire passer cette note signée par Galis Nganongo sur la fameuse augmentation
les nouvelles taxes sur la TVA sur des produits comme le ciment, le fer à béton, les tôles ondulées, le savon de ménage et puis les pâtes alimentaires. Bon, chers amis, comme on venait de vous le dire, ça c'était le volet construction. Maintenant, du point de vue volet alimentaire, c'est-à-dire les ménages congolais. D'une manière générale, les hommes congolais, on peut dire 80% ont perdu leur emploi. Donc vous voyez que ces gens-là, pour ramener la crise économique, hein, pour empirer les familles, pour briser les familles, pour emmener la souffrance hein, au sein des familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils rehaussent même les taxes sur le savon ménager. Mais quand vous augmentez les taxes douanières sur le savon ménager, mais la répercussion directe, c'est sur les familles. La répercussion directe, c'est sur la femme ménagère congolaise, c'est sur les enfants congolais, vous voyez, chers compatriotes. Et en plus, en dehors du savon ménager, on rehausse aussi les taxes douanières au niveau des pâtes alimentaires. Donc, tout ce que vous consommez, des spaghettis, le riz, ainsi de suite, tout ça, ça va revenir. Ça veut seulement dire que c'est la crise, c'est 4 fois la crise, l'apocalypse qu'ils vont ajouter au sein des familles congolaises. Vous voyez, chers compatriotes. C'était nécessaire que nous puissions parler de ça, parce que nous avons trouvé que c'est très compliqué et très dangereux, du fait qu'ils ont créé l'apocalypse économique, ils se sont servis énormément, et là, ils se sont décidés, après avoir fait d'énormes réserves, ils se sont décidés d'augmenter un certain nombre de produits, de le ramener au taux normal, et nous avions donc voulu montrer comment cette augmentation va affecter les familles pauvres, puisqu'on peut dire que 99% des populations au niveau du Congo ne sont pas des populations qui vivent une vie moyenne, mais c'est une vie de pauvreté. Parce qu'au Congo, il y a 2 classes. Ou vous êtes au sommet, ou vous êtes au plus bas de l'échelle. Il n'y a jamais eu le milieu. Non, le milieu, c'est en Occident que ça existe. Donc, ceux qui sont au haut, ce sont ceux-là qui ont pillé l'argent de l'État, qui sont dans les politiques, qui sont dans des réseaux, parce qu'au Congo, pour être riche, forcément, il faut aller dans la politique. Parce qu'un entrepreneur régulier n'existe quasiment pas. Hein, parce que la politique du Congo est faite de telle sorte que ça va étouffer l'entrepreneur qui essaie de progresser par ses propres moyens, par ses propres atouts. Donc, étant un entrepreneur indépendant, vous êtes donc obligé de rentrer dans ce système politique pour survivre. Hein, parce que dans le marché ordinaire et normal, vous ne pouvez pas trouver des contrats. Vous êtes obligé donc de s'infiltrer dans la politique, de rentrer dans cet étau. Et en ce moment-là, le système est fait de telle sorte que est contrôlé par une plateforme des dignitaires de ce système pour pouvoir contrôler tout le système au niveau du Congo. Voilà pourquoi vous voyez, la corruption est très élevée au Congo et la pauvreté est aussi très élevée. Donc, c'est cela. Donc, l'augmentation de ces taxes douanières, comme vous venez de le voir, signées par Galix Ngandongo le 7 septembre 2017, donc il y a une semaine, vous voyez. Donc, comment nous avons donc montré comment ça va affecter. Donc, premièrement, même le savon ménager va être augmenté. Donc, au niveau de famille, ça sera, le savon va devenir une denrée rare. Hein? Une denrée rare. Donc, les pâtes alimentaires vont devenir des denrées rares. Vous voyez, ces compatriotes. Et cela va empirer la famine, va empirer la crise économique, va empirer les destructions. Premièrement, déjà, les gens au Congo, ils sont très mal nourris. Et quand vous enlevez encore les produits que les Congolais ont l'habitude, très souvent l'habitude de consommer, ça va donc emmener une rareté des denrées. Et en ce moment-là, ça va créer un véritable déséquilibre et déséquilibre. Donc, pour vous voyez bien, chers compatriotes, ceux qui nous suivent, démocrates du monde entier, comment ce système-là a bâti la destruction de la population. Donc, ils ont volé, ils ont créé l'apocalypse économique, l'apocalypse humanitaire. Là, ils se sont servis, ils ont fait d'énormes réserves. Ils vont donc de plus en plus pousser les populations vers le fond du trou et donc vers l'asphyxie économique des populations. Maintenant, chers compatriotes, nous allons rapidement changer de sujet et donc nous allons vous parler, selon mes notes, de la crise économique.
Mais avant de passer sur ce sujet, nous aimerons vous faire passer une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo. Et vous allez l'écouter de vous-même. Donc permettez-moi, je vais tourner la caméra et nous allons donc regarder de quoi ça va parler. Donc un instant. Voilà, on va donc démarrer notre vidéo. Le nouveau maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier, s'est entretenu ce lundi avec les responsables des syndicats les plus représentatifs de la mairie de Brazzaville. Cette réunion de prise de contact avait un seul point à son ordre du jour, le paiement des salaires des agents municipaux qui sont aujourd'hui à 3 mois sans salaire. Ce qui fait en réalité la vie d'un travailleur, c'est le salaire. Donc lorsque le salaire ne vient pas, il n'appuiera jamais l'action. Vous ne pourrez rien faire. Même la conscience, sans salaire, elle est vaine. Nous sommes prêts à vous aider dans votre politique, mais à l'unique condition qu'une solution soit trouvée pour déjà faire face à la situation critique de ce non-paiement des salaires de 3 mois déjà. Pour moi, il n'y a pas de prix. Bon, voilà. Là, vous entendez Sassou Nguesso dire que pour lui, il n'y avait pas de crise, mais il y a bien réalité crise. Vous avez là entendu vous-même, c'est des images qui sortent de la télé foufou, que nous appelons télé foufou, donc leur télé, télé Congo, mais c'est intitulé télé foufou, parce que éventuellement, c'est une télé qui ne vous fait passer que des images foufou, comme on l'a pu le dire. Mais là, vous avez entendu là, le groupe syndical des travailleurs de la mairie de Brazzaville. C'est le même discours dont partout au Congo. Hein? Il n'y a pas de salaire. Les salaires ne sont pas payés. Vous avez entendu comment ce syndicaliste, le leader syndicaliste venait de dire que vous pouvez tout faire s'il n'y a pas de salaire, personne ne va vous entendre. La grogne est bien là, mais ça se dit qu'il n'y a pas de crise. Il y a bien la crise qui est là. Ça se dit qu'il va essayer de ramener, mais il y a bien la crise qui est là. Les travailleurs de la mairie, présentement, on vient d'apprendre, ça c'est le 4e mois, sans salaire. À l'université Marien Wabi, ils ont aussi, nous allons vers le 4e mois, sans salaire. Au niveau des travailleurs de CHU, donc du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, qui est le plus grand centre hospitalier du pays, quasiment, nous allons vers le 4e mois, sans salaire. Les étudiants ont des bourses impayées. On parle quasiment de 6 mois ou 7 mois sans bourse. Les pensions des retraités ne sont pas payées. Voyez, chers compatriotes. Et ça, c'est la réalité. C'est bien ça la réalité. Voyez, chers amis. Pourquoi nous présentons ces vidéos? C'est une façon de montrer à la communauté internationale et à tous ceux qui nous suivent que ici, nous n'inventons rien. Hein. Nous avons donc changé nos stratégies de venir vous parler, de vous présenter la situation réelle et qui se passe au Congo. Mais pourquoi sommes-nous rentrés à cette situation? Mais c'est parce que vous avez des scandales. L'affaire commissaire Pex aux États-Unis, où Sassou a escroqué des milliards et des milliards à un homme d'affaires. Vous voyez? Vous aviez l'affaire Eker, où vous aviez des milliards et des milliards de francs CFA qui ont été injectés sous le nom de la compagnie aérienne nationale, mais en réalité, c'est de l'argent, c'est un système qui blanchissait de l'argent. Donc, c'est de l'argent injecté, mais qui rentrait dans les poches de tous les Congolais. Les Congolais, bien sûr, affiliés à ce système de pillage, ce système de vol. Vous aviez des affaires comme Genvol, que nous venons, qui fait l'affaire présentement. Vous avez des affaires comme Trafigura, des affaires comme Glencore, et vous avez des affaires comme Asperba, là où on retrouve des millions d'euros en espèces dans la maison de Gilbert Ondongo au Portugal. Et il y en a des tonnes et des tonnes des affaires. La SNPC, qui est censée être le moteur économique de ce pays, a été mis sous la direction de la famille, donc du fils Nguesso Don Christelle, et nous connaissons aujourd'hui où nous sommes arrivés. Mais ça se dit qu'il n'y a pas de crise. Vous avez entendu ce que le travailleur de la mairie là venait de dire dans sa vidéo. Ils peuvent bien aider leur mère, mais cette affaire de salaire, ça ne passe pas. Il n'y a pas de salaire, personne n'entendra. Voilà pourquoi nous disons au Congo, Sassou est incapable de payer les salaires. Mais, vous savez ce que l'homme fait? L'homme fait exprès de payer les militaires. Hein, parce qu'il pense que
il ne doit survivre que si et seulement si l'armée ne soulève pas. Mais le peuple, le petit bas peuple, est complètement négligé. Donc on peut dire les enseignants, les médecins, les avocats, notamment ici, on veut parler des magistrats d'une manière générale, parce que les magistrats sont affiliés à l'État congolais. Donc tout ce monde-là ne sont pas payés. Vous voyez? Et il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, chers compatriotes. Maintenant, ce qui était très intéressant, c'est la pensée de notre grand frère que nous voulons vous faire passer. Donc permettez-nous de tourner la caméra, comme ça nous allons voir un peu la pensée de notre grand frère, Alema Banko. Nous voyons ce que le grand frère avait dit. Il a dit, la durée de vie d'une dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Et cela est juste. Vous voyez? Chers compatriotes, la démocratie a été bafouée au Congo. La crise économique est ancrée dans sa phase avérée de l'apocalypse économique. Les salaires ne sont pas payés, comme vous venez d'écouter dans la vidéo, comme le dit le syndicat des employés de la mairie de Brazzaville. Et quand nous disons la mairie, il n'y a pas que la mairie de Brazzaville. Toutes les mairies du pays, les employés ne sont pas payés, à l'exception de la mairie de Oyo, donc du village du criminel et dictateur Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, les enseignants de l'université, des écoles primaires, des lycées et des collèges ne sont pas payés. Les étudiants n'ont jamais perçu leur bourse, parce que nous avons même vu au niveau de Douala au Cameroun, les étudiants congolais ont été chassés de leur maison parce qu'ils étaient incapables de pouvoir payer leur loyer et aussi de pouvoir s'acquitter de leurs droits, parce qu'il y a même certains étudiants, on a chassé dans les écoles, ainsi de suite. Et vous avez les retraités qui n'ont jamais perçu, on parle quasiment de 18 mois entre 9 et 18 mois, sans pourtant percevoir leur pension. Donc l'homme est incapable. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à la place? La répression. La répression. Pour lui, il pense que la solution des problèmes du Congo passera par un dialogue fabriqué de toutes pièces avec seulement le révérend Passion Toumi. Non, c'est une affaire nationale. Vous voyez? La diaspora doit jouer son rôle dans si jamais il y a dialogue. Et si jamais il y a dialogue, il n'y a qu'une seule condition. Parce que l'homme est incapable de pouvoir ramener le pays vers une autre direction. Vous voyez, chers amis. Donc nous pensons que la durée de vie d'une dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Ça, c'est bien la réalité. Et qu'est-ce qui se passe dans cette période apocalyptique économique, apocalyptique humanitaire au niveau du Congo? Le peuple congolais au niveau du Congo est dans un silence absolu. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, nous présentons des faits. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Mais la dictature va continuer à demeurer, va continuer à survivre, parce que la durée de vie d'une dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Plus nous sommes dans un silence assourdissant, plus la dictature continue d'évoluer. Et c'est cela que nous sommes en train de voir. Et Sassou est en train d'évoluer dans sa dictature. Là, c'est 44, plus de 44 membres de sa famille qui va se diriger au niveau de New York avec l'argent du contribuable congolais, avec du cash. Personne ne dit rien. Il a même invité la dame qui présentait l'émission, je crois, complément d'enquête, un truc pareil. Hein? Vous voyez? Avec les fonds du patrimoine congolais, personne ne dit rien parce que nous sommes ancrés dans l'ampleur de silence assourdissant et négatif. Vous voyez? Peuple congolais, comme le disait un des présidents que j'aime beaucoup, c'est celui, le président Laurent Gbagbo, hein, le président Laurent Gbagbo, que nous voulons vous faire passer ici. Peuple congolais, ouvrez les yeux, grandement les yeux, ouvrez grandement les yeux. Comme ça, vous allez comprendre que nous ne pouvons plus continuer à rester dans ce silence, dans cette ampleur de silence. Sinon, la dictature va continuer à durer. Nous devrons nous ressaisir. Nous devrons nous ressaisir pour revenir sur
notre vie normale, qui est de sauver le Congo. Chers compatriotes, nous allons donc changer de sujet. Nous allons passer sur, rapidement sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi ils ont assassiné Marien Ngouabi? Pourquoi ils ont assassiné Marien Ngouabi? On va vous le dire. Comprenez vous-même, chers compatriotes, nous vous faisons passer ces vidéos pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils ont assassiné Marien Ngouabi? Des fausses accusations. Vous entendez ici, dans ce témoignage, vous comprenez que c'est bien ceux-là qui ont assassiné Marien Ngouabi, qui ont assassiné le président Massamba Deba. C'est bien ceux-là qui ont fabriqué et qui ont assassiné le cardinal Émile Biayenda. Écoutez bien dans le discours de Florent Siba. Écoutez bien dans le discours de Florent Siba et dans le discours de Sassou Nguesso. Vous comprenez bien que c'est bien eux qui ont assassiné ce monde-là. Et donc, nous demandons justice. Voilà, donc rapidement, nous allons donc tourner la caméra pour vous faire passer cette affaire et vous allez écouter de vous-même. Et ça, on n'en a jamais parlé à la conférence nationale. Le camarade Marien Ngouabi reçoit une lettre de menace de l'ancien président Massamba Deba. Elle est là, manuscrite. Mais Florent Siba parle d'une lettre de menace, mais nous allons savoir qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre de menace. Massamba Deba a menacé Marien Ngouabi sur quoi? Vous voyez? Regardez l'attitude de Florent Siba. Regardez son visage. Vous comprenez le message qu'il vous dit, le pourquoi de l'assassinat. On va donc continuer la vidéo et nous allons entendre. Et ça, on n'en a jamais parlé à la conférence nationale. Le camarade Marien Ngouabi reçoit une lettre de menace de l'ancien président Massamba Deba. Elle est là, manuscrite. Nous allons voir de quelle menace... le président Massamba Deba était un politique. Regardez le visage, vous comprenez. Bon, regardez comment ils se sont coupables. Des positions politiques. Deux personnalités sont exécutées. Le cardinal Émile Biayenda, dès le 23 mars, après avoir été enlevé, et l'ancien président Massamba Deba, 2 jours plus tard, à l'issue d'un jugement expéditif en cour martiale. Voilà, jugement expéditif au cour martiale. C'est quand même un regret dans l'histoire. Ça, c'est sûr. C'est évident. Sans aucun doute. Regardez ça, bon, écoutez. Le président Massamba Deba était un politique. Regardez ça. Bon, regardez le visage. Le visage d'un coupable. Politique. Regardez. Le président Massamba Deba était un politique. Bon, regardez ça. Il pouvait avoir des positions politiques. Et ça, on n'en a jamais parlé à la conférence. Nous allons voir de quoi cette lettre parle. Une lettre de menace. De quel genre de menace? Nous allons écouter ce qu'il va nous dire dans ces menaces. Et voici l'enveloppe dans laquelle cette lettre était arrivée. Et voilà que le PCT acclame. On va écouter la lettre. Très confidentiel. Brazzaville, le 1er mars 1977. Commandant Marien Ngouabi, président du Conseil d'État Brazzaville. Commandant. 9 mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers, de toutes tendances, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Le citoyen conscient que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé de partir par votre intransigeance, vous suggère, après mûre réflexion, que le moment est plus que opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglément la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique devant Dieu et servant la nation des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et à l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et du vôtre. Le président Massamba Deba était un politique. Bon, il pouvait avoir des positions politiques. Bon, voilà, chers amis, nous venons tous d'écouter
ce que Florent Siba dit, que le président Massamba Deba avait menacé le président Marien Ngouabi. Pas du tout. Nous avions tous entendu le contenu de la lettre. Hein? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Congo, sur cette affaire de politique à cette époque, parce que nous savons tous qu'il y a eu des scandales et des crises au niveau du pays pendant cette période. Hein? Notamment crise de leadership, crise économique, bon, pas comme celle que Sassou a créée. Donc, Massamba Deba écrit donc à Marien Ngouabi. C'est ce qu'il faut expliquer au peuple congolais et au peuple africain, au peuple du monde entier, aux leaders de ce monde entier, que Massamba Deba et Marien Ngouabi ont toujours gardé des bonnes relations. Vous voyez? Ils se sont toujours parlé, ils se sont toujours communiqués. Vous voyez? Et Marien Ngouabi a toujours demandé conseil à Massamba Deba, conseil au cardinal Émile Biayenda, conseil au président Youlou. Vous voyez? Parce que ces trois-là avaient une bonne coopération. Maintenant, voyant que la révolution commençait à devenir de plus en plus forte, Massamba Deba donc écrit à Marien Ngouabi comme un conseil à un frère. Vous voyez? Il n'y a jamais eu de menace comme Florent Siba qui fait parmi ceux-là qui ont assassiné le président Marien Ngouabi. Ceux-là qui ont mis leur coup de poignard au dos du président Marien Ngouabi comme signe de non-trahison. C'est-à-dire, quel que soit, ils ne diront jamais qui avait assassiné le président Marien Ngouabi. Vous voyez? Et donc, Massamba Deba qui écrit, qui explique au président Marien Ngouabi que c'est devenu compliqué pour toi. Nous pensons que tu n'es plus capable certainement de diriger. Il est peut-être temps pour vous de laisser le pouvoir et en ce moment-là pour éviter un soulèvement populaire. Vous voyez, chers amis. Et voilà que les gens du PCT, Sassou dans son plan maléfique, comprenaient que dans les jours qui vont suivre, Marien Ngouabi devait aller donc déposer le pouvoir pour que le peuple puisse décider à qui il va vouloir donner le pouvoir. Et Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve au sein du Parti contre le travail avec des gens comme Louis-Sylvain Ngoma, Florent Siba, tout ce monde, les Yombi Opango, tout ce monde. Et Pierre Nga était parmi ceux-là. Il décide donc de sacrifier le leur. Qui était Marien Ngouabi, leur guide, Marien Ngouabi, qui a emmené Sassou dans le système militaire, Marien Ngouabi qui a énormément aidé Sassou dans son évolution, dans sa carrière militaire. Il décide donc de ne pas accepter que le pouvoir soit déposé parce que pour eux, ils disent, le pouvoir va aller chez les Bakongo. Alors, vous voyez, la cruauté de Denis Sassou Nguesso, la haine que Denis Sassou Nguesso portait déjà à ses compatriotes-là, aux autres Congolais. Parce que pour lui, le pouvoir devait demeurer au nord. Donc forcément, il faut créer un genre de cartel autour de lui et assassiner Marien Ngouabi. Il fourmente donc le coup. Il part donc froidement assassiner Marien Ngouabi. Et les Louis-Sylvain Ngoma, tout ce monde-là, les Florent Siba, ils se décident, parmi ce clan-là, de mettre le couteau, le poignard dans le dos du Marien Ngouabi comme signe de non-trahison. Tous ceux qui ont mis leur couteau n'ont jamais trahi. Tous, ils sont en train de mourir sans pourtant donner le secret. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que la Marien Ngouabi a été tué par Kikadidi. Donc les Bakongo Babomi Ngouabi. C'est là où cette expression est arrivée. Ils se permettent donc de mettre en place une sorte de cour martiale basée sur les ethnies du Nord pour exterminer quelques commandos qu'ils ont pensé que ces gens-là pouvaient être des potentiels dangers. C'est là où Massamba Deba est amené dans une cour martiale pendant 2 jours. Il faut l'assassiner. Ça a été fait. Le cardinal Émile Biayenda, il faut l'assassiner. Ils ont assassiné les Kimboalankaya, les Kikadidi, tout ce monde, les caporals Mbouro, je crois, et tous, ils ont assassiné plein de monde pendant cette période, parce que pour eux, ils se disaient que ceux-là étaient des combattants, des vaillants combattants bien formés, qui sont capables d'aller revendiquer, de chercher à savoir la vérité sur la mort du président Marien Ngouabi. Et c'est cela, vous voyez, Nsiba dit que la lettre Massamba Deba, vous voyez, c'est une menace. Mais tous nous avons entendu, il n'y a aucune menace. C'est un conseil de frères.
qu'il écrivait. Parce qu'il ne voulait pas vraiment que Marien Ngouabi, peut-être parce que Massamba Deba savait que Sassou avait un plan, il va vouloir assassiner son frère. Et voilà ce qui est arrivé. Et comme les Massamba Deba avaient la vérité, qu'est-ce que Sassou fait? Il faut forcément les exécuter. À ce jour, personne ne connaît là où Massamba Deba a été enterré. Parce que Sassou avait pris son corps, il est allé donc jeter son corps au parc zoologique dans la cage à lion. Et Massamba Deba a été dévoré, Sassou est là en train de regarder. Et c'est cela la vérité, chers compatriotes. Vous voyez? Donc, c'est une façon de vous ramener rapidement sur cette page et que vous voyez pourquoi ces gens-là ont assassiné le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba. Et nous savons aujourd'hui, Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc chercher à immortaliser Marien Ngouabi, mais pas Fulbert Youlou, mais pas Massamba Deba. Alors cela représentait même les meilleurs présidents que le Congo n'a jamais connus, parce que Massamba Deba, c'est lui qui a essayé, qui a commencé à industrialiser le Congo. Au temps de Massamba Deba, il y avait plein d'entreprises qui existaient. Les Congolais travaillaient convenablement, la vie était belle et le pays était propre. Les gens avaient l'eau, les gens avaient l'électricité, les gens mangeaient à leur faim. Il y avait même des services sociaux qui fonctionnaient normalement, qui venaient dans les familles faire des recensements. Ceux qui étaient moins nantis recevaient du riz, du poisson salé. C'était la bonne vie à cette époque. Mais voilà qu'un homme est venu avec un plan machiavélique de la destruction, de la séparation. Qu'est-ce qu'il vient? Il crée la division. Il essaie d'emmener une certaine idéologie à nos compatriotes du Nord pour leur dire, vos compatriotes du Sud sont des mauvais. Le pouvoir doit rester au Nord. Il crée donc un fossé de la division, de la haine. Et pour que le pouvoir doit être maintenu au Nord. Il fait semblant de mettre Yombi en prison pendant 2 ans. Parce que dans le plan, c'était Yombi, il fallait qu'il prenne le pouvoir. Et Yombi fait partie de ceux-là qui ont mis leur couteau dans le dos de Marien Ngouabi. Yombi est resté en prison pendant quasiment 2 ans. Et donc l'homme, dans le plan, il devait donc le sortir. Et lui, il se positionne. Parce qu'il savait, à cette époque, quand il avait fait ce crime, s'il prenait le pouvoir, tout le monde devait savoir parce qu'il était ministre de la Défense à cette époque-là. C'est quand même bizarre. Un ministre de la Défense qui ne sait pas ce qui se passe. Curieux, n'est-ce pas? Chers amis, nous allons rapidement changer de page. Nous allons passer sur une autre vidéo et nous voulons que le monde entier puisse eux-mêmes juger de quoi nous parlons. Et nous allons donc passer rapidement sur le franc CFA. Donc nous allons tourner la caméra pour passer sur le franc CFA. Bon, alors voilà, on va lancer la vidéo. Et là, vous en avez parlé tout à l'heure, j'étais super content, moi je vais pouvoir rebondir là-dessus par rapport à l'Afrique. Vous avez parlé donc, du fait de l'immigration, donc de pouvoir financer l'Afrique pour qu'il se développe. Moi, j'ai vu ça autrement, et quand je demande, c'est les personnes qui nous ont envoyé les questions, par rapport au franc CFA. Le franc CFA, c'est une économie, qui est gérée par la France, dont la France est majoritairement bénéficiaire. Et j'aimerais savoir par rapport à ça, qu'est-ce que la Commission européenne va faire, ou l'Union européenne va faire, parce que ça n'est pas au développement d'Afrique. Les Africains n'en veulent pas, et malgré ça, il y a encore une monnaie qui est coloniale en Afrique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça de la part de la Commission? Mais nous avions évoqué en 91, au nom de rien, comme vous dites chez vous en Belgique, les relations entre la zone CRVA et la zone euro. J'avais reçu à l'époque, j'étais jeune président du Conseil des ministres des Finances, tous les ministres africains des Finances pour en discuter. Et à ce moment-là, comme aujourd'hui, je ne note pas une vraie volonté de nos amis africains de quitter la zone franc qui donne à cette partie de l'Afrique une certaine stabilité. C'est un système que d'un point de vue personnel, je n'aime pas trop, parce que cela donne aux Africains, et notamment aux jeunes Africains, l'impression que l'Europe ou la France... Voilà, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, vous venez bien d'écouter Monsieur Juncker, qui est le président du Conseil européen, qui dit, à sa connaissance, il sait que les Africains ne veulent pas forcément, aucun leader africain ne veut sortir de la zone CFA. Mais vous connaissez ces leaders. Hein? C'est Sassou Nguesso, c'est Ali Bongo,
c'est Biya, c'est Déby, le nouveau président centrafricain. Bon, lui là, on ne va pas trop le prendre en considération parce que le pauvre vient d'arriver. C'est Alassane Dramane Ouattara, c'est le président, le nouveau président de Burkina, c'est Issoufou du Niger, et c'est Macky Sall, et ainsi de suite. Et aussi le président du Bénin, éventuellement, sans pourtant oublier Faure Gnassingbé. Bon, il faut noter ici, il y a quasiment 14 pays qui sont dans cette zone franc CFA. Éventuellement, ce n'est pas la faute aux Européens. On a parfois tendance à vouloir penser que nous savons qu'il y a cette affaire de domination, la suprématie des Blancs sur les Noirs, et plusieurs parmi nous essaient de faire des interprétations à sa manière. Mais vous savez, dans chaque chose, plus que vous luttez, plus que vous dites non, puisque celui qui veut forcer n'aura pas de choix, c'est de replier. Vous voyez, les Sud-Africains sont restés dans l'apartheid, mais ils ont insisté, hein. Ils ont travaillé fort, Aujourd'hui, on est arrivé à la fin de cette période d'apartheid, de la Gestapo, nous connaissons, vous voyez. Malheureusement, cette Gestapo est revenue en forme de dictature dans nos pays respectifs, notamment, la plupart du temps, c'est dans ces pays d'Afrique centrale où vous avez des dynasties, vous aviez des reptiliens, hein, ce que nous avons l'habitude de dire, et dire des chefs d'État qui n'ont jamais été élus par le peuple, mais ils sont soutenus par un système France-Afrique, un système qui est basé sur la corruption, la domination, le pillage, le vol et les tueries. Vous voyez, les présidents africains dont nous avions mentionné ne pourront jamais faire sauter du franc CFA de là. Parce que M. Juncker l'a dit, à sa connaissance, aucun leader africain n'a présenté la motivation et la volonté de pouvoir sortir du CFA. Mais nous avons vu que le Tchadien Idriss Déby a voulu le faire là, mais tout de suite il est monté au créneau, il est venu par 2 ou 3 fois à l'Élysée, on l'a promis quelques millions d'euros pour essayer de rehausser son économie, il s'est tué, il n'en parle plus. Mais nous voulons dire à Déby, c'est un mauvais move comme on dit. You just made a bad move, comme on dit en anglais. Parce que derrière toi, il y a un poignard qui t'attend pour te poignarder. Mais ce que nous voulons dire aux responsables de ce monde, aux Européens, même au système politique français, au niveau leader français, que le franc CFA n'est plus une vision. Hein? Il faut vraiment que vous réfléchissiez autrement. Parce que vous aviez là, ce n'est pas maintenant une affaire au niveau des leaders, parce que ces leaders-là, dans les quelques années qui vont venir, tous ces leaders-là ne seront plus là. On va les pousser à la sortie par leur peuple. Et ça sera d'une manière brutale, d'une manière rapide, d'une manière... la courbe va décroître rapidement, comme en forme de logarithme. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela la réalité. Les nouvelles générations qui naissent, ce ne sont plus les générations que vous avez manipulées, qui ont fait les grandes écoles françaises, et notamment, mais quand même que ces gens-là étaient des bons idiots dans les écoles qu'ils ont étudié de la politique, mais ils n'ont jamais été... ils n'ont jamais présenté des bons résultats que vous avez quand même essayé de maintenir parce que vous avez pensé qu'ils seront toujours là à maintenir le CFA. On vous a dit, il faut parfois essayer de nous suivre, on l'a dit ceci, les politiques d'exclusion de la jeunesse, ça va être difficile à se maintenir en Afrique. Parce que l'Afrique est en train de prendre une nouvelle direction. La jeunesse africaine en ce moment est en train de se tourner vers ceux qui les ouvrent les portes. La plupart des temps, la France n'est plus l'option. Vous allez remarquer qu'en Europe, l'option c'est peut-être l'Allemagne. L'option, c'est peut-être l'Espagne. L'option, c'est peut-être l'Italie. La France n'est plus l'option pour les populations africaines. Mais non, là encore, ceux qui ont plus des ambitions, l'option, ce n'est plus l'Europe. On voit beaucoup plus l'Asie, c'est-à-dire notamment du côté de la Chine. Et du côté des Amériques, on voit beaucoup plus du Canada et les États-Unis. La France n'est plus l'option. Mais c'est un véritable danger pour la France. Pour ceux qui planifient la politique française, ceux qui sont autour de ce système vicieux qui opprime la jeunesse pour pouvoir essayer de maintenir des vieux dictateurs, des vieux fatigués. Mais ces vieux-là ne pourront plus léguer le pouvoir à leur progéniture. C'est impossible. Parce que vous aviez
de la jeunesse, il y aura des révolutions et ça va être brutal. Vous verrez qu'il y aura même des armées nationales qui tomberont parce que le peuple va être dans la rue. Ça va être compliqué pour maîtriser. Et ça va briser les économies de partout, même les grandes multinationales que vous aviez placées en Afrique, vos compagnies à vous. Donc, il faut qu'on évite cela. Pour éviter cela, on a dit, il faut penser à des politiques d'inclusion. Inclure la jeunesse dans vos centres de discussion. C'est-à-dire, retrouvez-vous avec les jeunesses de plusieurs pays et faites des propositions, écoutez-les et acceptez quand même une partie. Faites des compromis. Parce que la politique qui consiste à imposer là, ça ne va plus fonctionner. Faites des propositions. Vous voyez, le CFA peut être changé, mais il y a d'autres façons de coopération. Pour le cas de la France, pour obtenir le visa de la France, c'est hermétiquement fermé. Le visa de la France est réservé aux plus nantis, c'est-à-dire à ceux qui sont tout autour de ces régimes criminels et dictatoriaux. Vous voyez, chers amis, chers compatriotes. Et cela pose un problème. Les Américains ont compris ça. Hein? Les Américains, vous voyez, quand M. Obama était au pouvoir, il a créé un programme qu'il appelait YALI. Je crois que Young African Entrepreneur, Young African Entrepreneur, tout pareil, qui consiste à donner de la formation, à identifier des jeunes, à inclure les jeunes dans le projet de développement. Et en ce moment-là, ces projets-là, c'était un projet qui est très suivi, qui est très respecté. Je crois que même M. Trump ne veut pas abolir ce projet-là. Vous voyez, chers amis. Mais c'était une vision, une forte vision. Mais par contre, la France, au lieu d'aller dans ce genre de projet, et pourtant la France est liée par cette affaire de langue, la France est en train de s'écarter. La plupart des jeunes envoient maintenant leurs enfants dans des écoles anglophones. La langue française est en train de devenir de moins en moins parler dans les familles. Et ça mérite, c'est vraiment un véritable danger pour la France. Il faut changer la politique. Hein? Nous ne sommes pas là pour menacer qui que ce soit, mais nous ouvrons la carte du monde, surtout de cette Afrique-là, grandement pour essayer de voir les options. La plupart des jeunes ne visent que les États-Unis, le Canada et la Chine. La France n'est plus une option. Les gens viennent en France, mais en peu de temps, ils trouvent des moyens pour chercher à s'équiper de là. C'est un véritable problème. Le CFA, comme vous avez vu avec ce mouvement de la jeunesse qui est en train de s'amplifier, c'est comme on l'avait dit, les assassinats ne serviront à plus rien. Vous assassinez un leader, vous verrez 10 millions qui vont naître, qui vont continuer ce mouvement-là. Ce n'est plus comme au temps où on a assassiné Thomas Sankara, on a assassiné Lumumba, on a assassiné Kadhafi, on a assassiné plein du monde et que les choses vont s'arrêter. Non, ce n'est plus ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui naissent au niveau de l'Afrique veulent maintenant vivre quand même dans le système modernisme. L'Afrique est toujours restée en arrière. Plus de 400 ans de pillage, les jeunes ne peuvent plus accepter ça. Vos politiques, il faut les changer. Et c'est le moment où jamais il faut changer. Le franc CFA fait partie de cette politique. Et quand vous dites, aucun leader, éventuellement, comme le dit M. Jean-Claude aussi, aucun leader africain ne peut vous le dire, parce qu'il est suspendu, son pouvoir est suspendu sur une ficelle. S'il dit non, vous coupez la ficelle. Et c'est ce qui se passe. Il ne peut pas dire oui parce qu'ils doivent forcément survivre. Pourquoi? Parce que, ils ont volé leurs États. Ils ont pillé leurs États. Tout ce qu'ils ont volé, ils sont venus les cacher en Europe. Donc, forcément, ils doivent seulement être comme les Malandangoul, comme on dit, des moutons. Comme tout ce que vous dites, oui, mec, ils doivent accepter. Ils n'ont pas le choix. Mais ils ont une forte pression. Et cette pression-là finira par les dynamiter de là. Et c'est cela qui va arriver, chers amis, chers compatriotes démocrates du monde entier, les leaders de ce monde, ceux qui ont une vision politique. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Aujourd'hui, vous avez les jeunes Africains qui ont fortement une autre vision. Leur vision, c'est d'ouvrir grandement les yeux. Et en ce moment-là, tout le monde est en train de penser. Voilà, chers amis, c'est par ce message que nous allons terminer. Nous allons réitérer le pourquoi que nous avions porté le drapeau américain comme cravate ce soir. Éventuellement, c'est pour représenter ce symbole des Nations Unies qui va se réunir à New York. Donc, c'est bien les Américains qui les reçoivent. Et par la couleur, puisque nous savons le drapeau du Canada, même si je ne l'ai pas avec moi, ça y est, de l'autre côté, le drapeau du Canada porte du rouge et du blanc. Donc, nous voyons que l'Amérique du Nord va recevoir les nations du monde par New York et
nous avions donc voulu porter la couleur américaine aujourd'hui. Aussi que l'Amérique, hein, qui est notamment ce sommet de New York, puisse sanctionner les poubelles, hein, les présidents poubelles, les présidents assassins, ceux qui n'ont pas été élus par leur peuple, mais qui utilisent la répression et la force. Et en ce moment-là, aussi, le fait que le pourquoi j'ai porté, c'est pour dire merci aux Américains du fait qu'ils sont allés donner la nourriture à nos sinistrés du pôle. Hein, parce que nous avons vu l'ambassadeur américain est parti, et c'est l'unique ambassadeur d'ailleurs qui est parti donner de l'aide à nos parents, à nos frères qui sont en train de souffrir, les déplacés, les victimes de la crise du pôle, la crise humanitaire créée et générée par Denis Sassou Nguesso. C'est seuls les Américains qui sont partis lui donner un peu du riz, un peu du lait, ainsi de suite. Voilà pourquoi je porte ce drapeau pour leur dire merci. Merci en Amérique du Nord. Et nous voulons que les Américains continuent et puissent utiliser leur veto au niveau du Fonds monétaire international. Que le Canada puisse utiliser son veto au niveau du Fonds monétaire international. On ne peut pas donner de l'argent aux criminels. Si vous donnez de l'argent à Sassou Nguesso, c'est comme si vous financez la guerre au pôle. Parce que Sassou va s'acheter des armes avec cet argent pour continuer d'aller bombarder nos compatriotes. Là, il est dans le pôle, certainement il passera dans la Bouenza, dans la Lukumu, dans le Niari, dans le plateau, dans la cuvette centrale, dans la cuvette ouest. Vous voyez? Donc, donner de l'argent à Sassou Nguesso, c'est financer la guerre. Voilà pourquoi nous disons, nous ne voulons plus de guerre au Congo. Sassou est un usurpateur, l'homme qui a tout volé, l'homme qui a tout pillé. Il est temps pour lui de laisser le pouvoir et de partir. Voilà pourquoi nous disons, si jamais il y a dialogue, ce dialogue-là, Ntoumi ne représente pas seul le centre de ce dialogue, c'est le Congo d'une manière générale. Ce sont les enfants du Congo. On ne peut pas essayer de centraliser le dialogue basé sur des ethnies, hein, pour essayer de convaincre les ethnies. Cela ne va plus se faire. Nous sommes un Congo uni, avec notre drapeau vert, jaune, rouge, nous représentons un Congo, et ce dialogue-là, ce sera le dialogue des Congolais. Et cela ne va pas se faire au Congo, ça va se faire à l'extérieur. Nous avions proposé le Ghana ou encore le Canada, parce que nous pensons que c'est des terrains totalement neutres qui feraient que les enfants du Congo puissent s'asseoir pour trouver la solution. Et la solution, nous le savons, c'est le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso, le retour de la Constitution de 1992-93, éventuellement ça sera le point de départ des institutions de l'État congolais. Voilà un peu, chers compatriotes, le grand message que nous tenons à faire passer aujourd'hui. Et aussi, nous tenons à vous dire que Bernard Pongui, personnellement, n'ira pas à New York mardi. Désolé, parce que on a reçu des coups de fil que ce système de Brazzaville est venu avec un plan maléfique pour s'attaquer à un certain nombre de gens. Et donc, je fais partie de ces gens-là. Et donc, j'ai suivi le conseil de plusieurs personnes. Et tout ce monde-là ont bien voulu que je ne parte plus à New York. Donc, désolé. Je serai donc obligé de voir dans quelle mesure je vais être remboursé sur le billet que je venais de payer pour un round trip sur New York. Voilà un peu, chers compatriotes, ce que nous tenons à dire. Et nous tenons à vous dire que Dieu nous bénisse tous, parce que nous croyons à cette tête, à la présence de pouvoir supérieur. Hein, ce pouvoir existe. Hein, nous croyons à ce Dieu-là et nous demandons à ce Dieu-là de penser à la jeunesse africaine, aux femmes africaines, aux femmes congolaises, en particulier qui souffrent énormément, à toutes nos mamans, à tous nos frères, à tous nos jeunes frères, à tous nos cadets, à tous nos enfants, et que Dieu nous garde tous, et on espère qu'on va se retrouver prochainement. Et merci, et passez une bonne journée. Au revoir.